Bonjour à tous, vous regardez Aujourd'hui en Occitanie. Mon invité ce soir prône les valeurs de son club du MHR, humilité, cohésion et priorité à l'équipe. Il était destiné à devenir berger dans le désert syrien. Il a finalement gagné centimètre après centimètre le saut d'obstacle pour devenir l'un des plus riches hommes du monde grâce à l'échafaudage. C'est un comble. Porté par l'abnégation, la performance, l'endurance et la famille, mais aussi la pudeur, il est la dune, bercé lentement par le vent, un miracle de la vie, comme il aime à le dire, un bon soldat de notre pays. Celui qui possède au fond de son trousseau la recette magique du bonheur, et il peut vous le garantir, l'argent n'en est pas la clé. Le bonheur, c'est encore une autre dimension. Je ne peux pas vous dire que je suis heureux, non, je ne peux pas vous dire ça. Je peux utiliser des qualificatifs comme quoi je suis passionné, je suis avide d'amour, tous les amours possibles. Je suis avide de tendresse, j'ai un grand cœur, j'ai envie de tendre en permanence la main. Alors, ça ne veut pas dire que je peux tout faire, mais en tout cas, je suis habité par tout ça. Bonjour Moed Altrad. Bonjour Julie. Vous êtes président du club du rugby de Montpellier, le MHR, dirigeant du groupe Altrad, spécialiste de l'échafaudage à travers le monde, 60 000 salariés, une centaine de nationalités. Et ce French Dream que nous allons compter ensemble, est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Mais avant cela, évidemment, oh pétard, il fait chaud. Hein? Oh, pétard, pétard, il fait chaud. Oh, pétard, pétard, il fait chaud. Ici prennent les mouettes roses. Oh, pétard, de loin, on dirait des corbeaux. Comme les marguerites, comme les abeilles. On a toujours la vie, quand on vit au soleil. Les cavaliers du midi sont tous un peu rancœur. Et les sous la pluie, ils chantent toute la gueule. Oh, pétard, pétard, il fait beau. Oh, pétard, pétard, il fait chaud. Alors Moed, vous avez fini par le chanter, cet hymne ou pas? J'essaye, mais je n'ai pas le rythme que les joueurs. Hein. En tout cas, ce sont des moments historiques. Oui, historique, la victoire en championnat. On a ramené le Brunus à Montpellier, c'est la première fois, donc on sera les premiers pour toujours de ramener ce Brunus. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, c'était des moments émouvants, Magnifique. Des moments de bonheur et de joie. C'est vrai que les joueurs sont venus vous réveiller en pleine nuit alors? Ben oui, ils étaient fous parce qu'ils ont fait la fête de façon démesurée. Et figurez-vous, ils ont pris le Brunus côté mer, ils ont fait du jet ski avec le Brunus. Donc, On a des vidéos. Et effectivement, un matin, vers 4h, 5h du matin, ça sonne. Et chez puis, ils sont là chez moi à la maison, c'était pas prévu, ils l'ont pas prévu, mais je suppose qu'ils avaient quelque chose, ils ont un peu exagéré par rapport à l'alcool. Et puis, j'ai dit oui, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, Monsieur Altrad, on veut prendre le petit déjeuner avec vous. Eh bien, j'avais rien, j'ai dit, cassez-vous, j'ai rien, il fallait m'appeler avant. Je suis en train de révolutionner le monde du rugby. C'est ce que vous dites, vouloir bousculer les codes, vouloir faire un PSG du rugby. Avec quelles ambitions? Quelle idée en tête? Mais vous savez, c'est un monde, le rugby, c'est un petit monde hein, dans le sens où les gens qui s'intéressent au rugby côté club, je ne parle pas du public. Le public, c'est le deuxième sport national dans notre pays et ça a un rayonnement mondial. Donc j'ai trouvé une façon d'être, si vous voulez, en termes de manager, de président de club et autres, qui n'est pas la mienne, si vous voulez. Et ça a été un héritage hein, depuis que le rugby existe. Bien sûr, je rappelle que vous avez commencé à aimer le rugby sur le tard. Ben oui, le rugby, j'ai été voir le premier match de ma vie, en vrai, dans un stade à Montpellier et ailleurs d'ailleurs. Eh bien, le jour où j'ai repris le club. En 2011. En 2011. Donc, en effet, après, j'étais novice, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Ça fait en 2011, aujourd'hui, ça fait à peu près 11-12 ans. Eh bien, aujourd'hui, j'apprends à aimer ce sport. Je connais les codes, mais je désapprouve toujours la manière de gérer le rugby dans notre pays.
Bon, fin du débat concernant le rugby et le ballon ovale, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre amour pour la région, d'apprendre à vous connaître, vous, Moued Altrad, connaître l'homme. Vous êtes donc né en Syrie, près de Raqqa, dans le désert. Vous ne connaissez pas votre date de naissance. Étant bédouin, vous n'avez pas de registre d'état civil. Votre naissance est issue d'un viol. Le deuxième, que subit votre mère. Du premier naît votre grand frère. Elle est encore adolescente lorsqu'elle vous met au monde. Absolument, c'est ça. Vous voyez, ça commence dans un paysage tout à fait de désolation. Donc vous naissez dans ce contexte-là, il n'y a pas d'amour, il y a une mère que vous venez de décrire, un frère qui a été tué par le père très vite après, et la mère est morte immédiatement après de chagrin, de maladie et d'autres. Donc j'ai dû naviguer. Mais lorsqu'on est jeune, vous savez, on n'a pas les facultés, lorsqu'on est adulte par exemple, même plus tard, eh bien, c'est l'intuition qui fonctionne. C'est la manière de dire il faut que j'existe. Donc aujourd'hui, cette façon de trouver sa place qui a commencé très vite, où je ne savais pas où c'était ma place. Donc ça a commencé là. Après, j'ai eu ça à l'école parce que j'étais rejeté. Bien plus tard. Avant ça, vous êtes élevé par votre grand-mère. La grand-mère, mais la grand-mère aussi, elle ne m'a pas donné ma place, outre le fait qu'elle me laissait dormir par terre, et c'était l'habitude de dormir dans le désert, ça. Bien sûr. Par terre, avec un petit matelas fabriqué comme ça. Après, cette grand-mère, donc, elle ne souhaitait pas que j'aille à l'école. Oui. Mais pourquoi? C'est inutile. Mais c'est inutile, ça ne sert à rien, d'après elle. Et effectivement, dans sa logique, ça ne sert à rien, parce que dans le désert, pourquoi faire des études, sachant qu'on va être berger? Donc pour elle, j'allais être berger. Vous deviendrez donc un excellent élève en allant à l'école en cachette. L'école comme porte de sortie. Vous obtiendrez ensuite une bourse? Oui, l'école a été quelque chose de salvateur pour moi, mais c'est intuitif, encore une fois, parce que je ne voyais aucune porte ouverte pour moi. Donc, outre que cette école, mais c'est pas, encore une fois, je me répète, c'est pas le fruit d'une réflexion de dire par l'école, c'est un support pour trouver sa place, pour progresser dans la vie, pour faire des choses dans la vie, mais c'était la seule porte ouverte pour moi à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a ce cousin qui vous soutient à Raqqa, qui vous héberge. Ah, absolument, donc il y a le cousin qui m'a donné un coup de main, après... vous allez peut-être l'évoquer, il y avait un professeur qui était épris de tendresse pour moi, qui m'a aidé, etc., etc. Donc chaque fois, vous trouvez des relais, et j'avais la chance d'être de ces gens-là qui trouvent ces relais-là, qui vous permettent de continuer, comme vous le disiez, avec beaucoup de justesse, centimètre après centimètre, pas après pas. Le saut d'obstacle, vous aimez comparer. Mais sauf que vous êtes en bas de l'échelle et vous voulez tomber, monter jusqu'à la Lune, et ça, il y a beaucoup de centimètres. Vous arrivez en France pour faire vos études à Montpellier, avec 200 francs en poche. Oui, absolument. Alors ça, c'était une bourse de gouvernement syrien de 200 francs. Et cette bourse était un miracle également. Vous voyez, il y a des choses dans la vie, dans nos vies tous, qui arrivent au bon moment et qui nous permettent de continuer ou d'être quelqu'un d'autre. Parce qu'on est toujours à la recherche de quelqu'un qui n'est pas forcément nous, mais qui serait nous, mais dans le même temps bonifié, amélioré, etc., qui a une meilleure visibilité. Premier, vous avez toujours été premier tout au long de votre vie. On le verra sur le long de votre vie avec votre entreprise. Je tiens à préciser, était premier parce que le désert où j'habitais, c'était un département. Et j'étais probablement le seul d'arriver au baccalauréat. Donc, et en plus, il est pas humble. beaucoup de mérite à ce niveau-là. Vous racontez donc cette histoire dans cet ouvrage, Badawi, et en employant pas le je, mais la troisième personne. Vous le disiez tout à l'heure, je suis devenu quelqu'un d'autre. Oui, absolument. Le jeu, si vous voulez, c'est ce qu'on écrit, c'est une exposition, quoi. Et c'est une exposition, je voulais raconter cette histoire, cette vie, qui est, vous l'avez mentionné, miraculeuse, eh bien, à la troisième personne. Il est très difficile, vous en convenez, de parler de la mort, de viol, de foi et de la mort de son frère à la première personne, quoi. Donc, on crée cette distance. On crée cette distance et pour la créer, on met un personnage qui est le narrateur, mais qui n'est pas moi-même. Une fois en France, vous devenez ingénieur en informatique. Avec vos économies, vous rachetez une petite entreprise d'échafaudage en faillite. Et puis, il y a cette date marquante de vie. Nous sommes en août 1985. C'est la création
du groupe Altrad. Absolument. Ça a commencé, ça a été quand même précédé par les études de 2 ans à Montpellier, après à Paris, et après l'obtention d'un doctorat en informatique et l'expatriation vers les Émirats arabes unis, où j'étais un des créateurs d'une des plus grosses sociétés au monde de production et d'exploitation de pétrole, qui s'appelle l'ADNOC, l'Abu Dhabi National Oil Company. Je suis resté 4 ans et après je suis revenu pour créer une société qui avait pour but de créer un des premiers ordinateurs portables. Donc on est vraiment très loin et j'ai réussi à en fabriquer un dans ma société. Sauf qu'il était portable, sauf qu'il pesait, je crois, que 25 à 30 kilos. Donc il fallait avoir des bras solides et être costaud pour le transporter. Mais mon truc marchait. Donc ça a réussi, c'était une réussite, mais j'avais plus d'argent pour le financer. Financer le développement de la société. Je l'ai vendu. Avec les économies que j'ai gagnées à Abu Dhabi, parce que Abu Dhabi à l'époque, c'était un gros village, 7-8 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 5 millions de personnes. Eh bien, on vous donne une maison, on vous donne une voiture et on vous donne un salaire confortable, mais sur lequel, surprise, la première fiche de paye, vous avez une seule ligne qui est égale votre salaire net égale brut, pas de charge, rien. Voilà, donc c'était la règle. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, vous fondez cet empire. En 2015, vous devenez entrepreneur de l'année en France, puis entrepreneur du monde, meilleur entrepreneur du monde. Vous rencontrerez Barack Obama. Et puis, qu'est-ce que vous retenez de cette victoire, de cette... Est-ce que c'est pas une revanche sur la vie aussi ? Je pense, si vous voulez, ce titre, d'abord national et après mondial, je l'ai eu et j'étais en compétition. Je dis je, mais en fait c'est la France qui allait. J'allais au nom de la France. Et vous avez quelque chose comme 60 concurrents des pays les plus développés au monde, parce qu'on ne prend pas les petits pays, parce qu'ils n'ont pas des entreprises qui peuvent concurrencer pour un titre comme ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer encore aujourd'hui ? Et ce titre, si vous voulez, j'en étais très fier, non pas pour moi, mais on revient sur l'histoire. Quelqu'un qui cherche sa place en permanence, qui ne la trouve pas, et jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvée, je crois. C'était de dire... Vous n'avez pas encore trouvé votre place ? Je ne pense pas. Je me disais à l'époque, je reviens là-dessus, je me disais à l'époque, peut-être avec ça, je vais trouver ma place. Finalement, on va me reconnaître. On va me reconnaître, on va m'admettre dans ce pays. Or, hélas, malgré la rencontre avec Obama, d'ailleurs, je reçois un mail de la Maison-Blanche, le président Obama, il souhaite un rendez-vous avec vous. Je dis, c'est une blague. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la Maison-Blanche. Il me dit, Monsieur Altrad, il n'y a pas de problème, le président veut vous voir. Et c'est exactement passé comme ça. Donc, voilà comment c'est passé. Donc, c'est une revanche, comme vous le dites, sur la vie. Mais lorsqu'on dit sur la vie, je tiens à préciser que ce n'est pas sur les hommes ou les femmes de la vie, c'est sur la vie elle-même. C'est sur ce que vous avez vécu. J'ai aucune rancune, aucun sentiment négatif à l'égard des hommes. Lorsqu'on dit homme, on dit femme aussi, c'est la même chose. Et on terminera sur ces belles paroles. Merci infiniment, Moued Altrad, d'avoir été l'invité exceptionnel d'aujourd'hui en Occitanie. Une émission aussi à revoir sur viaoccitanie.tv. À bientôt. Merci Julie.